et bonsoir, bienvenue à cette présentation du mardi soir 19h30. Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler de comment et pourquoi sortir de notre zone de confort. Et donc ce soir, j'aimerais vous parler de l'importance, de l'utilité de sortir de notre zone de confort. Et pour cela, je vais prendre appui sur l'histoire de Mingyur Rinpoche. Alors Mingyur Rinpoche, c'est un enseignant du bouddhisme tibétain. C'est le fils d'un enseignant qui est connu, qui s'appelle Tulku Urgyen Rinpoche, qui est l'un des enseignants phares du Dzogchen, qui est l'approche non-duale de la non-dualité dans le bouddhisme tibétain. Mingyur Rinpoche, il a, dès son plus jeune âge, été reconnu comme la réincarnation d'un maître accompli. À cause de cela, ou grâce à cela, il avait un traitement très particulier. Donc tout le monde le traitait avec beaucoup de support. Il avait accès à des enseignements du bouddhisme dès son plus jeune âge. Donc il a grandi dans ce cadre. Et à l'âge de 9 ans, il s'est rapproché de son père pour lui demander de lui enseigner le bouddhisme, la méditation, parce que le jeune Mingyur ressentait régulièrement des crises d'anxiété. Et donc à partir de l'âge de 9 ans, il s'est initié à la pratique de la méditation et à 13 ans, il a décidé de faire une retraite méditative. C'est la retraite classique dans le bouddhisme tibétain. C'est une retraite qui dure 3 ans et demi. Et durant ces 3 ans et demi, la personne va dédier toute son énergie, tout son temps à la pratique de la méditation. Elle va être isolée, elle va avoir donc le support pour vraiment pratiquer jour après jour et plonger, approfondir sa pratique de la méditation. Donc Mingyur va faire cette retraite pendant 3 ans et demi, à l'âge de 13 ans. Donc 13 ans, c'est quand même jeune, c'est l'âge de l'adolescence. Et ce type de retraite, c'est quand même une implication qui est assez importante parce qu'on se coupe du monde, on ne fait que cela. Très tôt le matin, on se lève à 5h30 et on médite tout au long de sa journée. Il a décidé de faire cela pour approfondir sa pratique et pour mieux gérer également ses crises d'anxiété. Ça lui a fait du bien, ça l'a fait progresser. Et après sa retraite, il a suivi son cheminement et il a commencé à enseigner. C'est devenu un enseignant dans la lignée de son père et de ses 2 frères, un enseignant du bouddhisme tibétain. Et il a ouvert plusieurs ashrams, plusieurs écoles. Il avait un nombre croissant de disciples. Et en 2011-2012, il va se passer quelque chose d'intéressant, on va dire d'inhabituel. C'est que Mingyur va décider de tout laisser et de tout quitter. Du jour au lendemain, sans prévenir personne, ni ses proches, ni ses étudiants, ni ses enseignants. Aucune personne de son entourage ne va le savoir, mais il va décider de partir, de quitter son école pour partir faire une retraite vagabonde. C'est-à-dire qu'il va partir à travers les Himalayas, donc à travers l'Inde, à travers le Népal. Il va vagabonder, il va demander l'aumône pour vivre. Il va se retrouver dans des cavernes dans les Himalayas, dans les montagnes. Il va se retrouver dans des gares à travers Delhi, à travers l'Inde. Il va vivre 2 choses intéressante, c'est que la première chose, c'est qu'il va réaliser que c'est une expérience qui est très difficile, parce que lui qui a toujours grandi dans un cadre où il était en sécurité, où il a toujours eu le soutien de ses enseignants, de ses proches, il a toujours eu un cadre dans lequel évoluer. Mingyur va se retrouver en dehors de ce cadre, il va se sentir vulnérable, il va être submergé d'émotions, il va ressentir la dureté de ne pas avoir le confort de son cadre de vie habituel, de ne pas savoir forcément où aller, de ne pas savoir où trouver sa nourriture, où trouver un toit, où dormir. Donc il va être exposé à la réalité d'une vie différente de celle qu'il a connue jusque-là. Et il va continuer son cheminement donc pendant 4 ans et demi, sans dire à personne là où il est. Il va suivre ce cheminement de retraite vagabonde. Et ce parcours de Mingyur, j'ai voulu le partager avec vous parce que j'ai trouvé qu'il amène en lumière 2 éléments qu'on va découvrir ensemble. Et vous allez voir comment ces 2 éléments vont nous faire comprendre l'importance de
régulièrement pousser contre notre sphère de confiance, contre notre zone de confort, on va voir l'importance de régulièrement sortir de cette zone et élargir graduellement notre zone de confiance. Donc je reviendrai tout à l'heure sur le parcours de Mingyur, on va voir comment cela a évolué. Et j'aimerais maintenant donc qu'on découvre les deux éléments qui ressortent de ce parcours. Alors le premier élément, c'est que la méditation ne nous anesthésie pas. Donc ça, c'est une croyance qu'on peut parfois avoir, que la méditation va nous permettre d'atteindre un état de calme, un état de bien-être qui est très stable. Et une personne comme ce moine bouddhiste qui a consacré toute sa jeunesse et toutes ses années de jeune adulte à la pratique de la méditation, lorsqu'il s'est retrouvé, on va dire, entre guillemets, dans le monde réel, il a pu ressentir de plein fouet des émotions qu'il n'avait plus l'habitude de ressentir, que ce soit la peur, l'inquiétude. Et là, ça c'est le premier point, c'est que la méditation, ça ne nous anesthésie pas dans le sens que on garde l'entière capacité de ressentir toute la palette d'émotions que tout être humain peut ressentir. Ce n'est pas parce qu'on médite qu'on ne va pas ressentir, qu'on ne peut plus ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la joie, de l'excitation, de l'anticipation, de la frustration. Donc le fait de méditer et de méditer d'une manière intensive et régulière ne va pas nous empêcher de ressentir les émotions. Par contre, il est utile de le noter, ce qui va changer grandement, c'est qu'on ne va pas s'accrocher à l'événement. On ne va pas s'accrocher à la pensée, on ne va pas la nourrir. Par exemple, si il y a une contrariété, si par exemple on conduit et quelqu'un nous fait une queue de poisson, nous agace, on peut ressentir une montée de la colère, mais la différence c'est qu'on ne va pas nourrir cette colère, on va très rapidement la laisser passer, on ne va pas ressasser l'événement, on ne va pas se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire cela. On va simplement permettre à l'émotion, on va simplement se permettre de ressentir l'émotion et ensuite de la laisser glisser. Donc là, le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que donc la pratique de la méditation, même lorsqu'elle est poussée, même dans le cas de ce moine bouddhiste, ne va pas nous empêcher de ressentir un tas d'émotions, même des émotions négatives et désagréables, bien que on ne va pas s'accrocher à ces émotions. Ensuite, le second point qui va nous rapprocher dans cette fameuse zone de confort, c'est l'importance de sortir régulièrement de notre zone de confort. Donc là, ce moine bouddhiste, Mingyur, il a pleinement vécu. Lorsqu'il était dans un cadre où il était en sécurité, il était capable de plonger pleinement en lui, de se sentir en paix, confiant. Mais lorsqu'il est sorti, il a pu voir que parfois il perdait pied, parfois il n'avait plus accès à ses ressources, il tombait dans l'inquiétude. Donc ça, c'est quelque chose que je rencontre assez régulièrement aussi avec les personnes lorsque je travaille en rendez-vous individuel. C'est la personne va être dans un cadre où elle est en sécurité, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps pour lire des livres qui nous inspirent, on va s'intéresser à la spiritualité, on va regarder des vidéos, on va méditer, on va faire un travail d'introspection, et c'est vrai que ça va nous faire du bien, qu'on va se sentir confiant, qu'on va se sentir plein de vitalité, plein de joie. Mais dès qu'on va sortir de cette zone de confort, dès qu'on va sortir de ce cadre, donc dès qu'on va aller à la rencontre des autres, dès qu'on va retourner au travail, dès qu'on va se retrouver dans des situations conflictuelles, on va complètement perdre notre capacité à être bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement. Souvent, c'est une personne va donc faire tout ce travail sur elle-même. Là, je repense à une personne spécifiquement. Elle a fait tout ce travail sur elle-même, mais pendant des mois, que ce soit en thérapie, que ce soit à travers des exercices, à travers de l'introspection, de l'écriture. La personne va progresser, va se sentir de mieux en mieux, plus confiante, plus heureuse. Et cette personne, lorsqu'elle a su que son arrêt de travail arrivait au bout, lorsqu'elle a su que son médecin n'allait peut-être pas renouveler son arrêt de travail, eh bien, elle est retombée dans la panique, elle est retombée dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Et c'est comme si toute l'angoisse, toutes ces inquiétudes, tout ce qui l'avait préoccupé jusqu'à maintenant revenait avec force, dès qu'elle s'imaginait qu'elle devait à nouveau se frotter à la vraie vie, à nouveau partir à l'extérieur, sortir à l'extérieur de sa zone de confort. Donc là, on voit le problème avec le fait de
rester tout le temps dans cette bulle de confort, parce que oui, ça va nous faire du bien, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où il est nécessaire de revenir vers soi, mais le problème c'est que dès qu'on va en ressortir, dès qu'on va aller au contact des autres, on va perdre la capacité à être bien. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette intention, de nourrir cette intention, d'aller vers les autres et de graduellement étirer notre zone de confort. Alors comment on va faire cela ? On va faire cela à travers 3 étapes, il y a du moins il y a 3 points à considérer. Le premier point, c'est l'importance d'apprendre à s'écouter soi-même. L'importance de tourner l'attention vers soi, dans le moment présent. Et ça, on le fait effectivement lorsqu'on est dans un cadre où on est en sécurité, c'est-à-dire chez soi, bien souvent, on se pose. Donc la méditation va beaucoup aider parce que ça permet de prendre ces moments pour revenir vers soi, pour vraiment tourner l'attention vers soi. Ça soit ressentir son corps, sa respiration, ressentir sa posture, les pensées qui peuvent émerger en soi, les émotions qu'on ressent. Donc prendre l'habitude de vraiment être à l'écoute de soi, attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Ce que je perçois, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens en moi. Donc développer cette capacité. Ça c'est le premier point. Ensuite le second point c'est de prendre l'habitude, lorsqu'on se trouve avec les autres, d'avoir régulièrement ces retours vers nous-mêmes. Lorsque j'interagis avec les autres, au lieu de parler d'une manière automatique, d'être à l'extérieur de moi, donc d'être uniquement en réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, c'est d'avoir l'habitude de régulièrement ramener mon attention à ce que je ressens. Donc ça c'est intéressant aussi lorsqu'on commence à le faire un peu en dehors de notre zone de confort, c'est-à-dire si je me dis que allez je vais faire un effort demain lorsque je vais voir le boulanger ou la boulangère et que je vais prendre ma commande, je vais poser la question comment ça va aujourd'hui, comment vous allez aujourd'hui, comment se passe votre matinée. Si j'ai pas l'habitude de faire, c'est peut-être quelque chose qui va me mettre un peu inconfortable. Donc lorsque je vais être face à cette personne et que je vais m'apprêter à dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire, à poser des questions, simplement observer ce qui se passe en moi. Est-ce que je peux peut-être ressentir que j'ai le cœur qui bat un peu plus fort, que je rougis, que j'ai du mal à établir le contact au niveau des yeux. Donc voir simplement ce qui se passe en moi. Pourquoi ça va être important de faire ces retours vers soi ? Parce que c'est cette simple habitude de faire un check, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui se passe en moi maintenant, ça va nous permettre de garder un pied dans le moment présent. Parce que habituellement, lorsque l'on sort de notre zone de confort et qu'on va au contact des autres, des gens qu'on ne connaît pas, lorsqu'on risque d'être dans un conflit, lorsqu'on est face à une personne qui nous plaît, lorsqu'on est face à une figure d'autorité, lorsqu'on doit prendre la parole en public, donc tous ces éléments, toutes ces situations que l'on associe habituellement à des situations où on n'a pas confiance, on stresse, où on perd l'accès à nos ressources, donc toutes ces situations en dehors de notre zone de confort. Donc prendre l'habitude de revenir vers soi pour garder cet ancrage dans le présent, parce que habituellement lorsqu'on est dans ces situations, on part dans un mode de stress. Et le mode de stress, c'est l'opposé d'être dans le moment présent. Lorsque je suis dans le stress, je me perds dans les pensées, je passe en mode panique, je passe en mode automatique, où je dis les choses que je suis censé dire, où je parle trop vite, ou bien où je suis en retrait. Donc on va prendre l'habitude de revenir vers nous, garder un ancrage dans le présent, en ressentant simplement ce qui se passe dans l'instant, et en faisant cela, ça va nous permettre de garder l'accès ouvert à nos ressources, de garder suffisamment de sécurité pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir donc être soi dans cette situation qui habituellement est inconfortable. C'est comme ça qu'on va graduellement étirer notre zone de confort. C'est donc d'une part prendre l'habitude lorsqu'on est chez soi d'être à l'écoute, donc là la méditation ça aide, comme le yoga, comme tout ce qui va être introspectif, donc tout ce qui va nous amener à tourner l'attention vers soi, tourner l'attention vers le moment présent. Ça c'est la première chose. Et ensuite c'est prendre l'habitude également de le faire lorsqu'on interagit avec les autres, d'avoir régulièrement ces retours vers nos ressentis, sentir par exemple que lorsque je m'apprête à dire à une personne qu'elle me plaît ou à parler à une personne que je ne connais pas, c'est ressentir simplement ce qui se passe, que mon cœur bat plus vite, que mes gestes sont maladroits. Simplement garder cet ancrage, mes appuis,
ma posture, parce que le fait de faire cela, comme on vient de le voir, va nous permettre de garder un pied dans le moment présent, et lorsque je suis attentif à ce qui se passe dans le présent, je peux avoir accès à mes ressources. Et graduellement, on va voir qu'on peut être en sécurité, même lorsqu'on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même lorsqu'on parle à un public, on va se reconditionner, réapprendre à notre inconscient qu'on peut être en sécurité, être détendu, être pleinement soi, avoir de l'humour, avoir accès à son intelligence, même lorsqu'on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, même lorsqu'on est dans une zone qui habituellement nous est inconfortable. Donc c'est un entraînement, on le fait d'abord dans une sphère un peu plus large, c'est-à-dire avec le boulanger, avec les personnes, les collègues, avec les personnes avec qui l'on interagit habituellement, et graduellement on va élargir cela avec des personnes qu'on connaît moins, avec des personnes où on va être un peu plus impliqué, où on va être un peu plus inconfortable, toujours avec cette habitude de prendre appui en soi, et c'est cela qui va nous permettre de grandir, d'élargir cette zone de confort. Et ensuite, le troisième point, c'est d'aller à la rencontre des gens. C'est d'avoir cette intention, c'est d'avoir cette envie de me dire, je vais au contact. Graduellement, je veux aller vers de plus en plus de gens. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va enrichir notre vie. C'est comme ça qu'on va vivre une palette d'expériences plus riche, plus large, qu'on va découvrir aussi de nouvelles facettes en nous-mêmes. Le meilleur moyen de faire cela, c'est à travers les autres, c'est à travers le rapport qu'on a avec autrui. Et plus on rencontre des personnes variées, plus on rencontre des personnes qui sont hors de notre cercle de connaissances, qui sont peut-être des personnes avec qui on n'a pas l'habitude d'interagir, plus ça va être enrichissant. Donc dans l'exemple que je donnais tout à l'heure de ce moine bouddhiste, lorsqu'il était dans sa zone de confort, il était bien, il était centré, il a pu approfondir sa méditation, mais lorsqu'il est sorti, comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'il a commencé à aller au contact des autres, lorsqu'il a commencé à vagabonder, il s'est rendu compte qu'il était stressé, il s'est rendu compte qu'il perdait l'accès à ses ressources, mais ce qui s'est passé après 4 ans et demi de vagabondage à travers l'Inde et le Népal, et ensuite lorsqu'il est revenu, il a noté à ses disciples, il a noté dans un livre qu'il a ensuite écrit où il a relaté son expérience, il a noté que le fait de se frotter à la vie, de rencontrer des gens, de vraiment aller à la rencontre du monde, ça lui a permis d'approfondir grandement sa méditation. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est donc ces 3 éléments. C'est premièrement, l'importance d'être à l'écoute de soi. Deuxièmement, lorsque je vais au contact des autres, faire régulièrement ces retours vers moi. Et troisièmement, avoir cette envie, cette intention d'aller vers les autres. C'est de vouloir stretcher notre zone de confort, parce que comme on l'a vu, si on ne le fait pas, si on passe notre temps à travailler sur soi en se disant que je dois attendre d'être mieux, je dois attendre d'être plus confiant pour aller vers les autres, pour faire ce projet, pour dire à cette personne qu'elle me plaît, pour faire ce voyage, si on doit attendre d'être mieux pour faire cela, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va sortir de chez soi, dès qu'on va mettre le pied dehors et qu'on va se frotter à la vie, on va repartir dans une dynamique d'inquiétude, de fermeture, perdre l'accès à nos moyens, et l'erreur serait de se dire « Ah, je ne suis pas encore prêt, il faut que je m'isole à nouveau pour faire ce travail sur moi. » Non, il faut très tôt dans sa démarche de connaissance de soi, dans sa démarche de développement personnel, très tôt intégrer l'autre, très tôt intégrer le fait qu'il est essentiel d'aller au contact de la vie, d'aller au contact des autres, de sortir de notre zone de confort. Alors la petite fleur note bonsoir, effectivement, lorsque je suis submergé par des émotions, j'ai tendance à m'isoler et je m'en veux après. Donc s'isoler parfois c'est nécessaire, c'est vrai que parfois lorsque c'est vraiment difficile, on a besoin de ce recul, on a besoin de se reconstruire, on a besoin de se faire du bien, mais avec très rapidement cette intention d'aller vers les autres et de se dire que c'est naturel de ressentir cet inconfort. Et aussi, encore une fois, lorsqu'on est seul, on muscle la capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi, pour qu'après, lorsque je vais à l'extérieur, je garde cette capacité de revenir régulièrement vers moi. Parce que c'est ça aussi parfois qui manque, c'est qu'on se fait du bien, mais lorsqu'on va ensuite vers les autres, on se laisse complètement submerger.
on ne prend pas cette habitude, on ne développe pas cette habitude d'avoir ces retours vers soi. Donc encore une fois, c'est de simplement observer la respiration, observer ce qui se passe au niveau de sa posture, ce qui se passe au niveau de son corps, et se permettre d'avoir ces moments de silence où on revient vers soi. Alors, la petite fleur note parce que je me sens bien quand je suis dans ma bulle, mais je me dis que les autres ne peuvent pas vraiment comprendre. Je suis en plein dedans. Oui, donc ça c'est vrai que ça c'est une des manifestations d'être dans sa bulle, c'est que on a tendance à filtrer tout ce qui vient de l'extérieur. Donc pour pas ressentir l'inconfort qui peut me venir de l'extérieur, que ce soit au niveau des informations, au niveau des collègues du travail, au niveau des proches, on va se dire que l'extérieur ne va pas, que c'est assez chaotique, que le monde va mal, ou que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc ça, c'est juste un filtre que l'on met pour se protéger, pour ne pas avoir à participer. Donc c'est naturel, c'est un mécanisme de protection, c'est comme lorsqu'on se fait mal, on évite d'autres contacts, on évite de se faire blesser à nouveau, donc on s'isole, on se protège, c'est tout à fait naturel. Mais ce qui est important, c'est maintenant de garder en soi cette idée que cette capacité à être bien, on peut l'avoir aussi, même lorsqu'on interagit avec les autres. Et ce qu'il faut, c'est essayer de graduellement élargir cela. C'est lorsque je suis bien dans ma bulle, je peux être aussi bien lorsque j'interagis avec les autres. Ça ne dépend pas de l'extérieur, ça dépend juste de ma capacité à garder une ouverture et à ne pas me refermer dès que je me sens agressé par l'autre. Et c'est en faisant régulièrement ces retours vers soi qu'on réapprend que même lorsque je suis avec des gens qui ne me comprennent pas, même lorsque je suis avec des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes valeurs, moi, je peux garder une ouverture. Je peux garder une ouverture au niveau du corps, une ouverture au niveau du mental. Je ne me crispe pas, je ne cherche pas systématiquement à me protéger. Donc c'est un processus qui se met en place graduellement et c'est tout à fait naturel, la petite fleur, de ressentir cela. Alors Justine note que « Bonsoir, je l'expérimente actuellement ». Alors Steve note « Je vais vers les autres via les réseaux sociaux, mais dès que je les retrouve devant moi, je suis gêné ». Donc ça, Steve, c'est un bon point que tu amènes. C'est vrai que les réseaux sociaux nous offrent maintenant la capacité d'interagir avec beaucoup de personnes. Et ça nous permet aussi de trouver des personnes qui partagent nos centres d'intérêt. Donc c'est souvent un bon premier pas, mais bien souvent ça nous permet aussi de présenter qu'une facette de soi. Donc on y va avec un certain masque, parce que c'est la façon de communication que ces réseaux sociaux permettent. Et bien ça filtre qui l'on est, et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve avec la personne en face, la personne va nous percevoir dans toute notre facette, dans tout ce qu'on émet, tout ce qu'on dégage, que ce soit la façon de parler, notre posture, notre corps, l'apparence visuelle, et là on est plus à nu, donc c'est normal que ça soit un peu plus inconfortable, mais c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être un premier pas, mais après effectivement je pense que ce n'est vraiment qu'au contact de l'autre qu'on peut avoir des relations enrichissantes, mais bien entendu, comme je le disais, les réseaux sociaux, ça peut être une très bonne introduction, un très bon moyen aussi de rencontrer l'autre. Alors la petite fleur note « Je communique par écrit, mais de vive voix, je n'ai pas envie, les autres ne comprennent pas ». Alors la communication, effectivement, peut se faire par un tas de moyens. Alors ce qui est intéressant avec la voix, c'est quand même c'est l'un des moyens les plus efficaces de communiquer, parce que c'est tout notre corps qui vibre, donc on émet qui l'on est dans le moment présent. La voix, ça révèle la vibration qu'on émet, donc la voix, l'intonation, la couleur de la voix, ça révèle ce que l'on ressent dans l'instant. Donc c'est vrai que on se sent plus vulnérable, bien évidemment. Et donc l'écriture, comme pour les réseaux sociaux, ça permet de mettre un petit filtre, ça permet d'avoir une zone une zone pour pas trop encaisser de plein fouet ce que l'autre va nous communiquer, ce que l'autre va nous partager. Donc c'est une façon de se protéger, c'est une façon de rester dans sa bulle. Ça peut être un peu plus facile
d'aller vers les autres à travers ces moyens, que ce soit l'écriture ou les réseaux sociaux. Donc ça a son utilité. Alors Jean-Michel note, lorsque l'on se sent triste, il est difficile d'aller vers les autres. Oui, lorsqu'on se sent triste, lorsque l'on se sent angoissé, anxieux, lorsqu'on sent qu'on n'a plus de vitalité, c'est un mécanisme de survie, de défense, c'est un mécanisme naturel. On va avoir tendance à s'isoler parce qu'on se sent plus vulnérable. On n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie d'aller au contact des autres, surtout des gens qu'on ne connaît pas, surtout des personnes qui sont en dehors de notre zone de confort. On a l'impression qu'on doit investir du temps pour dire qui l'on est. Donc c'est normal, mais tant qu'on ne commence pas à le faire, par petites doses, qu'on n'est pas dans cette démarche et dans cette intention de le faire, où on se pousse graduellement, le problème c'est que si ensuite je travaille sur moi et que ça va mieux, et qu'après, dès que je vais au contact des autres, je me sens à nouveau vulnérable, je me referme à nouveau, et là je retombe dans la tristesse, c'est qu'on va sentir on va tout le temps se sentir bloqué. Et après, on risque de se dire qu'il y a quelque chose qu'on a à résoudre en soi-même, quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, qu'on a ce conflit à résoudre, problème d'argent, problème physique, qu'il y a quelque chose qui doit changer aujourd'hui en moi pour que je me sente plus heureux, pour que je me sente plus confiant, pour enfin pouvoir aller vers les autres. Donc le problème avec cela, c'est qu'on va tout le temps rester dans une bulle où là, effectivement, on va faire ce travail, on va aller mieux, mais dès qu'on va aller vers l'extérieur, on va se refermer à nouveau. Donc encore une fois, même lorsqu'on se sent triste, avoir cette intention de 1, j'apprends à m'écouter, je ressens ma tristesse, et ensuite, lorsque je vais vers les autres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la tristesse également? Où est-ce que je ressens cette tristesse? Ou au niveau de mon corps? Et cet ancrage dans le présent, encore une fois, cet ancrage dans le présent va me permettre de voir que je peux naviguer en dehors de ma zone de confort, même lorsque je suis anxieux, même lorsque je me sens triste. On va se rendre compte qu'on a la vitalité, l'énergie, la confiance de le faire. Et c'est cela graduellement qui va me permettre de dépasser ensuite cette tristesse, parce que bien souvent, la tristesse, l'anxiété, toutes ces émotions qu'on qualifie de négatives, viennent du sentiment qu'on est incapable d'interagir avec l'autre, qu'on est incapable de dire qui l'on est, qu'on est incapable de se faire comprendre, d'être vu, d'avoir des relations riches, parce que c'est vraiment dans le rapport aux autres qu'on enrichit notre vie, et c'est là où on vit nos plus grandes joies, nos plus grandes tristesses, c'est là où on vit pleinement. Alors Justine note comment faire pour réussir à franchir le pas, à s'ouvrir. Donc c'est comme tout changement, c'est en faisant. C'est comme j'ai expliqué dans la présentation, c'est en travaillant ces 3 points, c'est l'intention de s'écouter, donc à travers la méditation notamment, ça aide grandement, simplement prendre ces moments pour vraiment être attentif à ce qui se passe dans le moment présent, et à ressentir mon corps, à ressentir mes émotions, à ressentir ma fermeture, ma crispation, à ressentir lorsque je me pars dans le mental et que ça génère des émotions négatives, à ressentir également lorsque je suis dans le présent et que je suis détendu et confiant. Donc développer cette capacité, ça se travaille, avoir cette intention, donc encore une fois, se dire, bon, chaque jour je vais prendre 5-10 minutes pour faire ce retour. Ensuite, deuxième point, c'est lorsque je suis avec les autres, lorsque je suis à l'extérieur, faire ces retours. Et donc ça, c'est, je crois, un point important. Et s'il n'y a qu'un point à retenir de cette présentation, c'est cela, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est lorsqu'on va à l'extérieur, on est en réaction, on est à l'extérieur de soi, on se laisse porter par ce qui se passe. Et donc ce deuxième point, c'est de prendre l'habitude, même lorsque je suis à l'extérieur, même lorsque j'interagis avec les autres, c'est de prendre l'habitude de revenir vers moi. Cette capacité que j'ai développée pendant ces 10-15 minutes à méditer ou à revenir vers moi, eh bien, je peux la retrouver à l'extérieur. Simplement se demander comment est ma posture, est-ce que j'ai une posture fermée? Si c'est le cas, l'ouvrir, comment est ma respiration, faire quelques respirations en conscience. C'est en faisant ces retours qu'on va développer la capacité à s'ouvrir. Et ensuite, graduellement, stretcher, étirer notre zone de confort.
Alors la petite fleur note, j'essaie en ce moment d'être dans la vie, mais j'essaie en ce moment d'être dans la vie, mais difficile car je viens d'apprendre que mon ami d'enfance est atteint d'un cancer fulgurant. Je suis en phase d'acceptation difficile. Donc effectivement, la petite fleur, c'est vrai que lorsqu'on vit des moments difficiles, il y a que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, il y a une partie où on va s'isoler pour se faire du bien, pour se reconstruire. Mais je pense que bien plus tôt que beaucoup de personnes ne le croient, on peut commencer à s'ouvrir aux autres. Donc à parler à des amis simplement, à des gens avec qui on est en sécurité, et à prendre cette habitude de s'ouvrir en gardant cet appui en soi. Même si on vit des choses difficiles, et c'est vrai que c'est difficile, savoir que quelqu'un de très proche est dans une situation aussi compliquée, par empathie, par compassion, on peut ressentir leur souffrance. Et d'ailleurs, on peut même prendre appui sur cela et réaliser que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de les soutenir, c'est d'être capable soi-même de garder de l'ouverture, c'est de garder de la vitalité en soi pour pouvoir être vraiment avec cette personne. Parce que si nous, on est en souffrance, et on a l'habitude on est plutôt en train de s'isoler, lorsqu'on va être avec cette personne, on va amener notre propre souffrance, donc on ne va pas pouvoir vraiment créer un espace où la personne va se sentir un peu plus en sécurité, va ressentir du réconfort. Donc, lorsque je suis dans une situation si compliquée dans laquelle vous êtes, vous pouvez effectivement aussi prendre appui donc, sur la souffrance de cette personne, de votre ami, pour vous dire qu'en me faisant du bien, en m'ouvrant à nouveau, je ferai également beaucoup de bien à cette personne.